parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Tous, bonjour à toutes, bienvenue aux grandes gueules de ce matin. Nous sommes mardi 7 février 2023. Nous vous retrouvons avec beaucoup de bonheur. Vous servir les clés de compréhension de notre actualité, de nos actualités ici sur le territoire guinéen. Et exceptionnellement, nous irons en Turquie où des représentants de la Guinée ou des Guinéens justement vivent et sont affectés par ce terrible cataclysme qui s'abat sur eux. Plus de 5000 morts autour de 5000 morts à ce matin en seulement 24 heures de fouilles. On va donc y revenir à cette actualité qui frappe l'humanité par une catastrophe naturelle des plus inédites, des séismes de magnitude, tenez-vous bien, 7,8. Et ça a tout son sens, ont frappé la Syrie et le sud-est de la Turquie. Le bilan à 24 heures des premières fouilles fait état d'autour de 5000 morts et de 18 000 blessés. 18 000 blessés, tenez-vous bien, sans parler d'autres dommages. Une situation qui s'alourdira à coup sûr dans les prochaines heures. Ce cataclysme donc qui frappe la Turquie affecte aussi plusieurs Guinéens dont la situation reste encore très peu élucidée. Pour chercher à comprendre davantage comment les Guinéens vivent cette situation en Turquie, nous allons avoir le consul de la Guinée en Turquie, M. Laï Daouda Konaté, à sa suite le président de la communauté guinéenne de Turquie, Mamadi Condé, sera notre invité. Et puis la transition guinéenne qui suit son petit bonhomme de chemin. Après la restitution des conclusions du dialogue consoeur, les tiraillements continuent, bon train, autour de la reprise ou pas d'un cadre de dialogue qui connaît l'absence d'un certain nombre d'acteurs majeurs. Et la situation ne se porte pas mieux avec la détention d'un nombre important d'acteurs politiques, mais aussi de la société civile guinéenne. Pour en parler ce matin, Mamadou Badikoba est notre invité, vous l'entendrez. Et puis, cette affaire de bail sur le centre Badala qui concerne Tidiane World Music et son ex-femme, on pose la question du rôle du maire de Kaloum ce matin. Comment en arrive-t-on à cette situation qui dégénère et se porte sur l'espace public? Mohamed Keba Camarade, Disté, l'artiste que vous connaissez, est notre invité. Vous l'entendrez ce matin dans les grandes gueules et c'est avec les amis de ce matin. Jacques Léo-Aleno, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Roby, bonjour. Bonjour à tous. Mohamed Mara, bonjour. Bonjour Zachary, bonjour à tous. C'est une actualité que nous suivons depuis un certain nombre d'heures déjà, un peu plus de 24 heures. Ces séismes qui frappent la Turquie, mais aussi qui frappent la Syrie. La Syrie qui sort quand même d'une situation, qui est dans une situation de conflit permanent, plusieurs années. Depuis 12 ans. C'est une catastrophe, un malheur de trop. En seulement 24 heures de fouilles, on est à présent à près de 5000 morts. C'est presque incroyable. Et selon les prévisions, c'est un chiffre qui pourrait être dépassé puisque les répliques, bien évidemment, de ce séisme-là continuent. Pas plus tard que ce matin. Pas que les répliques, il y a les fouilles qui continuent dans les décombres. Oui, mais les fouilles, ça c'est déjà les dégâts qui sont causés. Je veux parler de nouvelles répliques du séisme qui pourraient encore causer d'autres dégâts. Le cas particulier de la Syrie interpelle beaucoup de personnes parce que la Syrie est un pays qui finalement sort de 12 ans. Non, sort, le mot n'est pas juste puisque la Syrie est encore en conflit. 12 ans de guerre, beaucoup de bombardements dans la zone où il y a eu le séisme. Et donc, selon les spécialistes, les immeubles et les maisons étaient déjà bien trop fragiles avant même que le séisme n'en arrive. Et donc, d'où l'ampleur du dégât. La Turquie est un pays, certes, qui est habitué à ce genre de situation, puisque ce n'est pas le premier cas de tremblement de terre, sauf que cette fois-ci,
l'amplitude de ce tremblement. La magnitude du tremblement de ce tremblement de terre est très énorme. On parle de 7,5. 7,8 carrément. 7,8 carrément. Et on sait que 9,5, c'est vraiment le point nodal d'un séisme. On a approché vraiment le point nodal de ce séisme, d'où la catastrophe, l'énormité de la catastrophe, et les aides au niveau de la communauté internationale commencent à s'acheminer. La Turquie en bénéficie déjà, puisqu'on estime que la Turquie est un pays de paix, est un pays avec beaucoup de relations internationales. En Syrie, c'est encore plus compliqué parce que la Syrie, la zone sismique est une zone contrôlée par la rébellion de l'État islamique, et donc l'acheminement de l'aide là-bas, il est encore plus difficile. Et en parlant d'aide au-delà de l'Union européenne, il y a la Russie, il y a même l'Ukraine. L'Ukraine qui est aux prises avec la Russie, qui se propose d'apporter de l'aide en termes de techniciens, d'équipes, pour aider à rechercher éventuellement des vivants sous des décombres. Bien évidemment, quand pareille circonstance, vous vous rendez bien compte que la Syrie est un pays, disons, ami à la Russie, puisque la Russie a fortement contribué au cours de cette guerre. La Turquie est un allié des deux côtés, et de la Russie et de l'Union européenne. Donc, il y a un enjeu géostratégique qui se joue là, ce qui fait que tous les pays, finalement, ont envie de se mêler dans l'aide qui est apportée. L'Ukraine, certes, l'aide technique, d'accord, mais tout ça, c'est des raisons diplomatiques, puisque l'Ukraine même est dans une grosse difficulté. Je peux bien le comprendre. Et aujourd'hui, tout est clair que même la Pologne qui a des relations, ou la Grèce qui a des relations très exécrables avec la Turquie, décide d'apporter quand même de l'aide à la Turquie. Et la Syrie aussi, c'est la même chose, malgré les dissensions sur le contrôle de la zone entre la Russie et la communauté internationale. C'est d'abord une question humanitaire. Voilà, il y a une coordination de l'aide qui est établie et qui aujourd'hui va être acheminée. Ça a déjà commencé. Pour moi, c'est une catastrophe inédite, mais la Syrie en souffre, hein, sérieusement. La Syrie en souffre. Un pays déjà détruit par la guerre. Et ce qui nous fait, au-delà de la question humaine, au-delà de notre sensibilité, ce qui nous amène à nous y intéresser, au-delà donc de ce premier paramètre, Jacques, la Turquie accueille pas mal de colonies africaines, mais aussi guinéennes, surtout ces dernières années. La Turquie reçoit pas mal de Guinéens. Oui, parce que la Turquie, comme la Chine il y a un moment, ou d'autres pays aussi, c'est un couloir commercial. Des brisques sont devenus, si vous voulez, des destinations privilégiées par les Africains, et donc y compris nous les Guinéens, parce qu'il y a des facilités qui sont aujourd'hui données par la diplomatie turque, qui ne veut plus se concentrer, qui ne veut plus être dans le repli. On est dans une sorte d'ouverture. Il y a beaucoup de coopération aujourd'hui avec les pays africains. On essaye de développer un certain nombre de relations dans divers domaines, que ce soit dans le domaine de l'éducation. Il y a beaucoup de nos frères qui étudient là-bas dans le cadre du commerce. Et puis, il y a cet investissement qu'ils font quand même dans les infrastructures, mais également dans les infrastructures portuaires surtout, mais également dans d'autres infrastructures d'un certain niveau. Vous savez, ici, au-delà de ce que Al-Bayrak fait ici, il y a aussi, si vous voulez, je crois comment on appelle la structure là qui évolue dans l'humanitaire, hein, la coopération turque qui fait un peu dans l'agriculture et apporte, n'est-ce pas, si vous voulez, des denrées à certaines zones désœuvrées. Peut-être que je vais me rappeler du nom de la structure qui existe en Guinée et qui continue à développer plusieurs actions humanitaires avec nos populations locales. Donc il faut bien comprendre que lorsque ça arrive, au-delà du fait que nous avons nos compatriotes là-bas, il y a le fait que c'est un pays qui développe des relations intéressantes avec notre pays. Maintenant, pour le reste, on sait bien qu'il y a déjà beaucoup de victimes parce que ce qu'on et en seulement 24 heures. Ce que les spécialistes disent, parce que c'est parti de la Turquie, hein, et puis ça s'est prolongé sur 120 km. Que la conséquence est que ça pourrait connaître beaucoup de répliques. Ça pourrait même provoquer d'autres tremblements de terre.
on n'est pas au bout, en tout cas, de tout ce qu'il y a comme drame derrière ce qui est arrivé en 24 heures. Sur les répliques, Roby nous disait qu'il y avait déjà... On enregistrait déjà des débuts de répliques. Des débuts de répliques. Et il fait bien de mentionner le cas de la Syrie parce que c'est là-bas il pourrait y avoir beaucoup de conséquences de cette situation. Il y a déjà une situation, la guerre elle-même, une situation de fragilité qui a dû laisser peut-être le sol assez léger pour pouvoir supporter tout ce qu'il y a comme risque qui pourrait arriver, des risques d'effondrement. Ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. On voit même à l'écran des images toutes inédites où c'est des gens qui sont sauvés, c'est des rescapés de ce monstrueux tremblement. Donc plus de 5000 déjà, ça nous rappelle ce qui est arrivé à Haïti en 2010, même si là-bas on peut considérer que c'est encore plus grave puisque on était dans l'ordre de 200 et quelques mille morts. Ça c'est en 2010, mais ils ont connu encore un autre tremblement en 2021 avec 2300 morts. Donc il y a des pays comme ça qui sont dans des situations difficiles, des pays qui sont assis sur des zones sismiques. Et si on ajoute à cette situation déjà naturelle d'autres attitudes qui sont de nature à impacter davantage sur le sol, on peut s'attendre à des situations assez compliquées. Et ça nous interpelle. C'est certainement un volet qu'on va aborder tout à l'heure, Jacques. Mais sur le cas turc, c'est pas une première fois. C'est pas une première fois. En Turquie, il y a déjà une histoire de tremblement de terre comme ça par les années passées. Mais ce que l'on observe, c'est, là tu évoquais les plaques continentales, il y a des plaques qui sont instables, qui sont plus ou moins mouvantes et qui font finalement qu'il y a ce type de situation. Oui, il y a ce type de situation. Il y a quand même des zones qui sont assises comme ça, des pays qui sont assis sur des zones comme ça sismiques. On parle de la Turquie, je parlais de Haïti tout à l'heure, il y a le cas du Japon, il y a beaucoup de pays comme ça. Oui, mais le Japon est un modèle de gestion de cette situation. Je ne vois pas comment on ne le réplique pas dans d'autres pays. Il faut peut-être amener le débat désormais à ce niveau. De la même manière qu'on pose le débat sur certains phénomènes sociaux, la question des tremblements de terre doit être peut-être abordée de manière très sérieuse en termes, si vous voulez, des répliques, de gestion, en termes de gestion de la catastrophe. Parce qu'on ne va pas dire on va pouvoir prévenir comme une maladie. Parce que je crois que l'humain n'est pas encore en mesure de maîtriser ça, de prévenir ça. On n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Il y a quand même il y a une prouesse japonaise qui peut servir. C'est pas maîtrisé, c'est pas... Mais on en réduit l'effet grâce à la recherche scientifique et au type de construction que l'on peut privilégier. Que l'on peut bâtir. Exactement. Donc des constructions beaucoup plus solides, d'accord, mais prévenir, peut-être que ça c'est un peu compliqué. Mais la gestion en tout cas, et puis pour minimiser les effets, je crois que c'est quelque chose qu'il faut intégrer aujourd'hui. Moi je le dis pour ces pays, mais également pour les nôtres, qui sont, si vous voulez, dans des situations déjà assez compliquées, parce qu'on n'arrive pas à gérer ce qui est beaucoup plus facile. Bon, si nous sommes face à de tels drames, il faut attendre l'aide. L'aide ne peut pas tout régler. On pose non mais il fait bien d'évoquer cela. Franchement, il fait bien d'évoquer cela. Je pense que nous sommes continuellement alertés par rapport au forage, aux fouilles qu'il y a. Par exemple, sur la situation guinéenne, ce qui est en train de se passer. Je ne vois pas quel type d'immeuble résisterait. Que Dieu nous en garde, les gars. Mais merci, voilà. Pas seulement. C'est, on savait partout il y a eu un séisme. Les géologues quand même... il y a quand même des prémices en Guinée. Il y a des prémices en Guinée. Il n'y a pas que des prémices, il y a régulièrement des séismes en Guinée. C'est des prémices. Même dans la zone de Conakry, je ne sais pas, depuis 10 ans, on a ressenti combien. C'est vrai, c'est de faibles magnitudes. Très faible, ouais. Et généralement, les gens l'ont un peu plus ressenti du côté de Koya. Tout ça, je me rappelle 2014, plus récemment et tout. Parfois, vous le sentez dans les toits et tout ça. Mais regardez, et tout simplement, allez à Kiroti.
allez à Kiroti, combien de bâtiments à Kiroti sont complètement fissurés. Il y a eu des reportages dans ce sens encore sur nos médias il y a quelques années. Il y a plein de maisons dans certaines zones de Kiroti qui sont complètement... Mais même sur l'espace du stade Guiba, Guiba a une telle expérience. Le stade, c'est flagrant. Mara, je voudrais qu'il rappelle cette expérience de reporter à l'époque. Oui, c'était en 2013 et j'étais encore à Sud FM comme reporter. Il y a eu des fissures sur les bâtiments, notamment la terre aussi. Tu as vu cette excavation? Justement, voilà, la terre s'est ouverte comme un ventre et donc c'est parti en direction du stade. Et depuis là, je suis allé, j'ai interviewé au niveau du marché déjà, les boutiques étaient fissurées, les maisons environnantes étaient fissurées. Et on est allé vers le stade, on a constaté aussi que c'était fissuré. Donc il y a un géologue qui était sur place ce jour-là, il a dit, même ce stade n'aurait pas dû être là, puisque n'oubliez pas qu'il y a deux problèmes. Premièrement, c'était une rivière. En effet. Les habitants d'ici venaient se baigner là, donc on ne sait pas pourquoi l'État n'a pas pu comprendre cela avant de délocaliser le chantier. Et n'oubliez pas que chaque fois, dans cette zone, il y a quand même des failles sismiques, même si avec une magnitude assez faible. Mais moi, je suis allé, j'ai couvert en 2013, imaginez-vous, et beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Donc jusque-là, ça persiste. C'est effrayant, c'est effrayant. Rappelez-vous, 3 à 4 mois avant le décès de Sékou Touré, ce qui s'est passé à Koumbia, ça c'est dans le nord de la Guinée. En effet. À plus de 300 morts. C'est connu. Il y a régulièrement quand même ce phénomène, même si on en parle peu. Et maintenant, certains comportements humains quand même nous effraient. C'est pour cela que quand nous voyons la prolifération quand même des forages, on n'arrête pas d'alerter nos différents gouvernements. Mais vous savez, l'incurie qu'on a en Guinée, c'est très difficile pour le même État de dire aux citoyens arrêtez lorsqu'il n'est pas capable encore de mettre de l'eau potable à la disposition des populations. Malgré tous les cours d'eau qu'on a, l'État est encore incapable en Guinée de donner de l'eau potable à tout le monde. C'est une évidence. Donc, on continue d'aggraver les problèmes. Mais c'est vrai qu'il y a des nations, il y a des pays qui sont quand même installés sur des failles, c'est connu. Je crois d'ailleurs que l'État le plus menacé au monde, on n'en parle pas assez, ce sont les États-Unis, la fameuse faille de San Francisco, il ne faut pas l'oublier. Les géologues se demandent quel jour ça va glisser, parce qu'ils sont formels. Si ça glisse comme ils le pensent, ça pourrait constituer carrément un début de fin du monde. Ça, ils sont formels là-dessus. C'est quelque chose d'absolument... je vous conseille d'aller sur Google et de le taper, vous verrez que c'est juste effrayant. Je rends grâce à Dieu qu'il maintient encore cette situation en l'état. Mais... les pays, c'est vrai, avec le temps, deviennent résilients. Il y a des pays qui travaillent parce qu'ils savent qu'ils sont exposés à ces dangers-là. C'est le cas du Japon. Un bel exemple. Donc, qui a beaucoup travaillé. Mais vous vous souvenez des tremblements de terre en Iran et ressentis jusqu'en Turquie d'ailleurs à l'époque, il y a environ une vingtaine d'années, c'était à Bam. Plus de 200 000 morts. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez du type de maison qu'on voyait là. Moi, j'étais choqué. Parce que quand j'entendais Iran, c'est quand même le grand pays. Mais quand j'ai vu le type de construction, à la limite, c'est un peu comme ce que vous voyez un peu au Niger, dans certaines zones du Burkina, pratiquement de terre et tout. Et j'avais compris tout de suite, sans être un spécialiste, pourquoi ça pouvait faire autant de monde. Mais même lorsque les immeubles sont quand même solides, attention, c'est un phénomène de la nature contre lequel l'homme ne peut pas grand-chose. Regardez ces chiffres qui nous arrivent de la Turquie depuis 1 heure de temps, en parlant par exemple de ce bilan. En réalité, on est à plus de 5000 morts déjà. Absolument. On vous dit que les secouristes dénombrent aujourd'hui en Turquie, à l'heure où nous parlons, 4748 immeubles déjà qui sont partis, complètement, 4748, et 7840... On parle bien d'immeubles. D'immeubles. Là, ce sont des immeubles. On a quand même vu la Turquie. C'est un pays aujourd'hui, en tout cas pour des villes comme Istanbul, Ankara, Kayseri, sont des villes très en hauteur, vous imaginez bien. Et c'est ce qu'on a du mal à comprendre justement dans ce type de pays. Les gens cherchent à gagner la hauteur, malgré les menaces qui sont là. Et 7840 personnes déjà, selon les secouristes, retirées des décombres. On ne sait pas encore combien de gens sont piégés dans ces mêmes décombres. Et on a déjà 2941 morts. Bon, j'imagine que ça... Non, ça c'est un vieux... Non.
Je parle de la Turquie. C'est que la de Turquie, d'accord. D'accord. Que de la Turquie. D'accord. Là, je vous parle que de la Que de la Turquie. Turquie, d'accord. Donc, en réalité, ils sont, à l'heure où nous parlons, probablement déjà 3000 morts, rien que en Turquie. Et là, on parle du sud de la Turquie. Hein, parce que dans le nord, il y a déjà des vents de panique. Les gens commencent déjà à bouger. Et puis, déjà, 16 000 blessés. Quand même, rien que en Turquie. N'oubliez pas, c'était quand même 7,8 de magnitude. C'est pas commun. C'est dévastateur. Absolument. Et il y a des c'est failles violent, ça. Jusqu'à, d'après ce que nous rapporte l'AFP, jusqu'à 7 km de profondeur. La crevasse. De 7 km de profondeur. Et à certains endroits, notamment au cœur du séisme, on est allé jusqu'à 17,9 km de profondeur déjà de failles. Donc si vous parlez de répliques, ne soyez pas étonnés. Déjà, on en a connu une encore ce matin. Donc, c'est peut-être pas fini. Maintenant, en Syrie, pays décimé dont vous parliez, dans la zone rebelle, c'est ça qui est choquant dans cette histoire, dans la zone rebelle, où sûrement on n'a pas les Kurdes, où sûrement on n'a pas beaucoup de moyens, beaucoup de sécuristes et tout. On dénombre déjà plus de 700 morts et plus de 2000 blessés. Selon les sécuristes. Alors en Syrie, donc sous contrôle gouvernemental, vous avez déjà 1440 morts de recensés déjà et plus de 3400 blessés. Donc bien. La magnitude, les secousses ont été quand même ressenties dans des pays comme le Liban. C'est vrai à faire, mais comme le Liban, vous imaginez bien. Comme Chypre, carrément. Imaginez Chypre, ce petit territoire. Non loin de la Turquie, au sud de la Turquie, qui est dans la mer. Vous imaginez un peu, ça a été ressenti dans tous ces endroits. Quand on te parle quand même de 17 km de profondeur de la faille, en 2000, c'est normal que ça se ressente plus loin. En 1999, en août 1999, c'était 17 000 morts dans ce seul pays. Donc, c'est vous dire quand même le danger qu'il y a. Tout ceci quand même nous rappelle, au-delà de la question de gestion des catastrophes, nous rappelle la fragilité de notre séjour sur Terre en tant qu'humain. C'est très important. Et dans les pays où on est intelligent, où on réfléchit, on n'attend pas que la situation arrive pour être prêt. Pourquoi les sécuristes sont si prompts? Des nombres sont si prompts quand même à sauver. On vous dit oui, il y a près de 5000 morts, mais ils ont quand même déjà sauvé près de 8000, déjà des décombres. Parce que ces pays sachant ces types de risques forment des sécuristes. En Guinée, par exemple, vous en avez combien? Les sapeurs-pompiers, quand on dit qu'il y a un incendie quelque part, parce que n'oubliez pas. Le cas le plus frappant dans les pays africains, ce n'est certainement pas la même situation, puisqu'on va parler un peu du volcan. C'était très récemment, je pense que c'est en 2021 ou quoi, au Congo. Il y a eu le volcan Nyiragongo. Il y a eu éruption de ce volcan. Pourtant, c'était une habitude que ce volcan-là se réveille. Mais les gens sont déjà revenus. Mais les gens reviennent. Les gens ont toujours été là. Je ne comprends pas l'esprit humain que s'ils n'habitent pas en bas de ce massif-là, s'ils ne peuvent pas vivre ou pas, je ne sais pas, mais à chaque fois qu'il y a le réveil de ce volcan, ça fait des dégâts énormes parce que l'État ne se prépare pas avant. Pourtant, on sait très bien que ce volcan se réveille périodiquement. On vient, on habite, on ne se prépare à rien. Quand la catastrophe arrive, vous voyez les dégâts humains, c'est tout simplement incroyable. Donc, il y a une autre... on a la foi. On a la foi. Tu sais, ces pays chrétiens-là, et depuis qu'ils ont vu que Jésus a marché sur les eaux, donc, voilà. Ils pensent qu'on peut s'asseoir là-bas. Tranquille. Et tu dis, Jésus, ça va aller, quoi. Oui. Mais allons-y. Donc, aujourd'hui, la Mara. question essentielle pour nous, la Turquie semble si loin, mais elle est si proche. C'est un pays qui collabore énormément avec le nôtre. C'est un pays avec lequel il y a énormément d'échanges ces dernières années. Mais surtout, c'est un pays dans lequel nous avons une forte communauté guinéenne aujourd'hui, partie pour le business. D'où le sens de la question. Justement, Mara, que j'ai trouvé le nom de l'agence TICA, qui est très présente en Guinée et qui apporte beaucoup dans l'humanitaire, notamment dans les zones de Dubreka et un peu D'où le sens de la question que je vais poser avant de donner la parole à Djiba et aller vers nos invités. Est-ce que déjà il y a une communication officielle
du gouvernement guinéen comme les autres l'ont fait. Je ne l'ai pas encore vu, mais je pense que cela devrait arriver rapidement. Parce que la Turquie en Guinée aujourd'hui, c'est dans tous les domaines. La restauration, le BTP, les industries. Alors quand je dis les industries, c'est vraiment les industries à tous les niveaux aujourd'hui. Ils arrivent dans les mines, ils arrivent dans tous les secteurs. Et c'est l'un des pays au nord. Je ne dirais pas du Nord, c'est pas un pays du Nord comme on le pense classiquement, mais c'est l'un des pays au Nord aujourd'hui les plus ouverts à la Guinée. Difficilement les Guinéens ratent ces histoires de visa pour se rendre en Turquie. Même lorsque vous avez envie d'y aller pour quelques jours de repos, on vous l'accorde. Je pense qu'il serait important que le gouvernement guinéen aujourd'hui marque sa propre compassion et la compassion des Guinéens vis-à-vis de ce peuple et de ces pays, mais aussi qu'on ait une pensée pour un autre pays quand même qui est meurtri, mais gravement par la guerre. Et maintenant vient s'ajouter cette catastrophe, c'est la Syrie. Nous demeurons des humains. Et c'est pas pour rien que la Syrie exporte aujourd'hui autant de réfugiés partout dans le monde. Je pense qu'il faut avoir une pensée pour eux, tout simplement. Et penser aussi à la situation des Guinéens qui sont là-bas et interpeller les autorités étrangères pour qu'on sache exactement quelle est la situation des Guinéens dans ces villes-là. C'est l'objet de cette émission. Nous aurons dans un instant, pourquoi pas, le consul de la République de Guinée en Turquie. On aura également le président de la communauté guinéenne de Turquie. Nous les aurons tout à l'heure. Guiba, la Turquie, c'est quand même un grand pays en termes d'économie. C'est quand même un grand pays, mais aussi de services. Hein. Ils ont particulièrement développé tout ce savoir-faire-là. Cela dit, face à ce séisme-là, ils en pâtissent, mais gravement. Justement, ça a un impact, puisque la Turquie, n'oublie pas, aujourd'hui, la Turquie n'attend plus l'avis des Occidentaux pour pouvoir se distinguer. C'est comme aujourd'hui la Chine et les autres pays. Et si vous regardez le continent africain, après la Chine aujourd'hui, c'est la Turquie en termes d'investissement. On parle de 60 milliards de dollars d'investissement rien qu'en Afrique. Donc ça veut dire que c'est un partenaire privilégié, pas qu'à la Guinée, mais aussi les autres pays africains. Et si un tel pays est touché, il y a l'effet d'entraînement, il y a l'externalité qui est là. Ça veut dire que ça a des conséquences aussi sur les autres pays en termes de diplomatie et tout. Donc il faudrait qu'il y ait une célérité au niveau de Conakry. D'abord, nos condoléances à tous ceux qui ont trouvé la mort dans cette situation tragique. Et souvenez-vous, en 99, il fait bien de le rappeler, il y a eu 17 000 morts. C'était cette fois-ci dans le nord-ouest. C'est ce qui fait que les habitants qui sont dans le nord-ouest ont commencé à se déplacer, puisqu'ils se souviennent encore de cette faille sismique en 99 qui avait une magnitude de 7,6%, qui est un peu fait par rapport à ce qui vient de se dérouler. En 60 minutes seulement, il y a eu 17 000 morts, donc c'était catastrophique. Donc ils n'ont pas oublié les stigmates de ce séisme-là. Donc ça fait que dans le nord-ouest, les gens ont commencé à se déplacer. Et puisque c'est dans le sud, il y a eu ce drame. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que il y a quand même un élan de solidarité autour de la Turquie, Tamba, puisque nous apprenons qu'il y a une trentaine de pays déjà qui ont commencé à envoyer des secouristes pour essayer d'apporter un soutien à la Turquie, parce qu'il y a des zones où les populations commencent à se dire mais l'État n'existe pas, il y a l'inaction, il y a la passivité de l'État et il manque de célérité. Et ce matin, l'armée a été réquisitionnée dans certaines zones. Absolument, il fallait s'y attendre. Justement. Il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre. Donc, des dénonciations. Cela s'appelle état de catastrophe naturelle. Quand c'est le cas, un décret est pris et l'armée est sortie de son rôle classique. C'est là où vous vous rendez compte qu'une armée, c'est pas simplement pour faire la guerre. Justement, c'est pour aussi soutenir sa population et sauver des vies à l'intérieur de ça. En fait, c'est l'un des rares cas où une armée, normalement, est mise en branle à l'intérieur des frontières d'un pays. Voilà. Ça, je parle d'un pays démocratique. Là. Oui. Voilà. Et là, l'armée a été réquisitionnée, la police. Je pense que la France également, les États-Unis. La Turquie a beaucoup d'alliés, puisque n'oubliez pas que la Turquie, quand même, aujourd'hui, sert un peu de pont. Mais finalement, c'est le seul qui parle à Poutine, et à comment l'autre Zelensky. Au même moment, c'est le seul. Tout à fait. Et c'est le seul, à un moment donné, qui avait apporté son soutien à Bachar al-Assad avant de prendre ses distances après, parce qu'il a compris. La Chine pourrait, mais la Chine ne veut pas. Donc, la Chine ne veut pas. Voilà. Aujourd'hui, parce que la Syrie, c'est un État failli. C'est un État aujourd'hui. Branque-ballant. Voilà, vous avez un pouvoir central, député, un pouvoir central
a éclopé complètement. On appelle ça, c'est un État libyen. Justement, c'est comme un État Voilà. libyen. Donc, c'est les États faillis. Ça fait qu'aujourd'hui, Tamba, imaginez-vous 12 millions de déplacés rien que pour la Syrie, avec 6 millions qui sont dans les autres pays. Seulement la Turquie arrive à accueillir beaucoup de réfugiés venant de la Syrie. Donc, les Occidentaux savent que la Turquie garde ces personnes-là pour ne pas qu'ils atterrissent dans leur pays. Donc, ils comprennent. Là, il faut apporter un soutien à la Turquie, même si on n'est pas d'accord avec Recep Tayyip Erdogan sur certaines politiques en termes de droits humains. D'ailleurs, il est arrivé très souvent où Erdogan les a utilisés comme une arme. Justement, voilà, parfois il menaçait si des sanctions tombent, je vais ouvrir la voie, vous serez envahi. Donc aujourd'hui, il y a un élan de solidarité autour de la Turquie pour apporter un soutien. Mais moi, mon inquiétude, c'est la Syrie une fois encore, parce que n'oubliez pas, après le printemps arabe, du côté de la Tunisie, du côté de l'Égypte où Ben Ali et Hosni sont tombés. Donc ça a inspiré les Syriens qui ont voulu tenter la même chose. Et cette fois-ci, il a anticipé, Bachar al-Assad, il l'a anticipé, il a fait une répression dans le sang. Et finalement, on voit aujourd'hui le pays est complètement déchiré. D'un côté, il y a l'État islamique qui est là. De l'autre côté, il y a l'opposition qui continue à se battre contre Bachar al-Assad. Vous avez aussi les sunnites, puisque n'oubliez pas que Assad, il est à la 8. Sa communauté compose seulement 10% de la population. Les 90% ce sont des sunnites. Donc, c'est un pays où vous avez plusieurs belligérants qui sont en confrontation. Et aussi Al-Qaïda qui est là. Donc, ça veut dire que vous avez un État aujourd'hui qui est systématiquement déchiré. Ça fait que ça devient compliqué d'apporter un soutien à un tel pays. Parce que n'oubliez pas qu'il est à couteau tiré avec les Occidentaux. Qui, je me pose la question ce matin, comment ils vont trouver un couloir pour envoyer des personnes à aider la Syrie? Parce qu'il est à couteau tiré avec les Occidentaux. C'est forcément en passant par la Turquie. Il est à couteau tiré aussi avec l'Arabie Saoudite, avec les autres pays. C'est seulement la Russie et l'Iran qui aujourd'hui soutiennent le régime syrien, parce que n'oubliez pas que la Russie, depuis le papa de Assad, qui a pris le pouvoir en 70, ils ont quand même des relations séculaires depuis la guerre froide. Donc ça fait que cette tradition a continué. Donc la Russie a beaucoup d'intérêt en Syrie. Donc eux, ils ont 300 militaires sur place qui ont commencé d'abord à apporter un soutien à la Syrie. Et les casques bleus aussi. Et les casques bleus. Donc peut-être l'Iran. Je pense que dans le cadre des Nations Unies, ce sera possible de créer ce type de possibilités pour permettre d'apporter les aides nécessaires. Au-delà des contradictions. Voilà. Absolument. C'est d'abord une question humanitaire. Qui s'impose. Justement, une question humanitaire, puisque au-delà de la géopolitique, une fois encore, c'est une guerre d'intérêt entre les acteurs. L'Iran certainement aussi va apporter un soutien, parce que l'Iran voit la Syrie comme ce seul ami maintenant qui est resté dans le monde arabe, qui lui tient, qui est solidaire, qui est dans la même dynamique que lui par rapport à l'Israël. Donc les deux entités composent le même verbe, et je pense que l'Iran peut apporter son soutien. Maintenant, les États-Unis, la France et les autres, on attend de voir au niveau des Nations Unies comment on va trouver une approche pour pouvoir aider Assad, parce que ce qui est en train de se passer, plus la guerre, je pense que les malheurs ne viennent pas seuls. Et ça fait que en plus de la guerre, vous avez ce qui est en train de se passer avec cette faille sismique. C'est quand même des... Jacques, je te laisse parler tout à l'heure. Le consul de Guinée, si vous pouvez, si vous êtes près de lui, ce serait bien justement qu'il puisse prendre son téléphone. Nous essayons de le joindre, mais dans un instant, on va prendre le président des Guinéens, des ressortissants guinéens de Turquie. Allez-y, Jacques. Je voulais dire donc qu'en plus des morts qu'on a déjà enregistrés et puis des blessés qui sont reçus dans les établissements sanitaires, il y aura des villes à reconstruire. Absolument. Des villes à reconstruire. Absolument. Oui, quelle que soit l'économie d'un pays, ce sera très difficile de se relancer quand on a autant d'actions à mener. 4700 immeubles au moins. Et c'est pas les routes, c'est pas les ponts, c'est pas les autres infrastructures. Des villes à reconstruire côté Turquie. En Syrie, c'est une grosse question. Donc voilà, le cas spécifique de la Syrie est vraiment alarmant, puisque c'est un pays déjà, comme on le disait, après 12 ans de guerre, on ne parle pas de pays à reconstruire ou de villes à reconstruire. Ils sont encore en guerre, c'est pas encore fini. C'est la situation d'hier et avant-hier qui a fait qu'une espèce de solidarité, on a oublié un peu les armes, on a déposé les armes de côté pour venir secourir les blessés et essayer de sortir les gens des décombres. Donc rebelles, population, casque bleu, militaires russes, tout ça est mélangé. On a oublié un peu le temps
temps de guerre, mais ce qui reste clair, c'est que après que cette situation passe, on va encore reprendre les armes. Ça, c'est une évidence, puisque l'État islamique y est installé. La Russie veut absolument purger le coin. Et Bachar Assad, lui, sa volonté, c'est d'en terminer avec cette opposition. Oui, donc aujourd'hui, la Syrie, c'est un pays vraiment... la situation est très alarmante de ce côté-là. À mon avis, c'est du jamais vu. Je ne sais pas, je me rappelle pas si c'est encore arrivé dans une histoire où un pays déjà détruit par la guerre, qui est encore en guerre, subit une telle catastrophe naturelle. Pour moi, c'est tout simplement désolant pour ce pays. Peut-être pas forcément la guerre, parce que quand je parlais du cas de Haïti, par exemple, le pays avait déjà sa crise. Peut-être pas une guerre. Ça, c'est des gangs. Hein, ça, non, oui, mais il y a des gangs, mais il y avait aussi une crise politique profonde. Oui, mais c'est pas de la même ampleur. Je sais, c'est une question de manifestation de crise. En Syrie, au fond, il y a une question politique et peut-être religieuse aussi. Mais ça s'est manifesté par la rébellion, avec tout ce qu'on sait aussi comme implication de l'Occident quand même dans la guerre, il ne faut pas l'oublier. Et du côté de la République d'Haïti, il n'y a pas eu ce type de manifestation, mais c'était déjà une crise qui était là. Et puis on a connu tout ce qu'on a connu comme crise, et ce n'est pas fini. Je crois que ce sont des situations Haïti, qui existent déjà. On était quasiment dans une situation de non-État. Évidemment. Mais on y est toujours de toute façon en Haïti. Je pense même que la situation politique, je ne parle pas d'autre chose, mais la situation politique de Haïti était pire que celle même de la Syrie d'aujourd'hui. D'accord. Alors, là, je dis encore que ça, ce n'est que sur le plan politique que je parle. Le président de la communauté guinéenne de Turquie, Mamadi Condé, est en ligne. Monsieur Condé, bonjour. Bonjour, monsieur Nili, bonjour à tous vos chroniqueurs et vos auditeurs. Voilà, merci de vous prêter à nos questions de ce matin. La première va aller à Jacques Léoaleno pour vous. Alors, monsieur Condé, on va commencer par dire comment vous vous êtes réveillé ce matin et comment ce drame est ressenti aujourd'hui en Turquie et particulièrement au sein de la communauté guinéenne. Merci beaucoup, monsieur, pour votre question. Vraiment, comme vous avez pu le remarquer dans toutes les informations à travers le monde, depuis hier, autour de 4 heures, la Turquie s'est réveillée malheureusement avec cette situation de tremblement de terre. Et il faut noter que le bilan est vraiment très lourd. Mais heureusement, du côté de la communauté humaine, jusque-là, nous n'enregistrons encore aucune perte en vie humaine. Dans les principales villes touchées, et les Guinéens qui vivent dans ces villes aussi, nous pouvons dire qu'ils sont en sécurité. Il y a seulement 2 parmi eux se trouvant dans la ville de Kahramanmaraş, actuellement au moment où je vous parle comme ça, qui sont en route pour notre ambassade à Ankara afin de se mettre en sécurité. Parce que j'ai discuté avec eux ce matin, ils me disent en fait qu'ils ont tout perdu dans leur maison. Donc ils n'ont pu prendre qu'un sac et leur pièce d'identité. Et comme ils n'ont que notre ambassade vers qui partir, donc ils sont en route pour là-bas. J'ai discuté avec monsieur le consul et aussi notre chargé d'affaires pour essayer de faciliter cela. Et ils sont d'accord à les recevoir à l'ambassade. Et nous avons proposé qu'après leur enregistrement à l'ambassade, qu'ils soient conduits dans la ville où moi-même je vis, qui se trouve à juste 1h30 d'Ankara, pour qu'ils soient hébergés en attendant que la situation se calme dans la ville où ils continuent à suivre leurs études. Donc hier aussi, pour confirmer tout l'intérêt du département du ministère des Affaires étrangères à la situation des Guinéens pendant cette période de tremblement, le ministre, son Excellence, M. Maurice Sanda, lui-même, il m'a appelé pour s'enquérir des nouvelles des Guinéens et jusqu'hier nuit, on n'avait pas de problème. Donc je l'ai rassuré de cela. Seulement ce matin, nous avons le cas de ces 2 Guinéens qui sont en route pour l'ambassade afin de se mettre en sécurité. Alors, il est important de savoir, statistiques parlant, combien de Guinéens vivent dans cette zone, dans la zone de catastrophe? Dans la zone de catastrophe, il y a plusieurs zones touchées, c'est la vérité, mais la zone la plus touchée, c'est à Kahramanmaraş. Il y a 5 Guinéens qui sont là-bas. Il y a 4 sur place. Il y a un qui se trouve, d'après les dernières nouvelles, à Istanbul. Parmi les 4 qui sont sur place aussi, comme je vous ai dit ce matin, il y a 2 qui sont en route pour Ankara.
Il y a un autre avec qui j'ai parlé qui me dit qu'il reste sur place parce que sa maison n'est pas tombée. Et pour le moment, ça va chez lui en fait. Il y a un autre qui certainement va rejoindre les deux à Ankara. Donc nous n'avons que 5 Guinéens dans cette ville. Alors, même si, ça c'est réflexion personnelle, même si sa maison n'est pas touchée, est-ce que ce ne serait pas judicieux de la part de la communauté d'exiger de lui, ou même du consul, d'exiger de lui qu'il quitte momentanément le temps que tout puisse se stabiliser? Absolument, mais vous savez, je crois qu'il serait d'autant plus dangereux aussi, si vous me permettez, de se permettre de voyager dans cette situation, parce que il y a des routes qui se fissurent là, il y a des routes qui sont impraticables. Et officiellement, hier quand même, le gouvernement turc avait interdit et avait annulé tous les bus qui étaient en partance d'autres villes en fait pour diminuer le risque d'accident. Donc, il a fallu un petit moment de pause et tout pour permettre à certains véhicules de circuler et de se déplacer pour partir dans d'autres villes et se mettre en sécurité. Votre conseil est pertinent. Nous allons recontacter ce frère pour dire que s'il n'a pas de problème et qu'il peut bien sûr rejoindre les autres pour qu'ils soient en sécurité en attendant que toute la situation s'arrange. Mais vous savez, le gouvernement turc aussi a pris toutes les dispositions et sans discrimination en fait pour venir en aide à tous les sinistrés. Donc il n'y a pas de problème de Turcs ou d'étrangers, il y a des universités qui ont été réquisitionnées, il y a des salles de gym et autres pour accueillir tous les sinistrés. Mais comme les jeunes ont été pris de peur, vous savez, après si vous vivez une telle situation, la première idée c'est partir auprès de vos autorités pour permettre de vous mettre en sécurité. Et je crois que c'est ce qu'ils ont fait. Et à bras ouverts aussi, l'ambassade les accueille et le conseil des Guinéens de l'étranger que j'ai l'honneur de présider, nous restons en contact pour se rassurer qu'ils soient en sécurité. D'accord. Alors, il y a quand même cette question que je me permets de vous poser. Vous nous avez dit que vous avez été en contact avec le ministre Maurice Sanda, c'est bien. C'est à l'effet de faire quoi de la part de l'État guinéen? Qu'est-ce qui est en perspective? Le ministre vous a-t-il annoncé une quelconque action en vue de la prise en charge de ces sinistrés, de ces déplacés de tremblements de terre? Merci. La question est la bienvenue. Déjà, il faut signaler que l'initiative est venue du ministre Bateli. Parce que depuis après le cas du jeune Bachir qui était, vous avez même passé ce message dans votre studio, qui était malade de cancer et tout, on est rentré en contact avec le ministre et quand il y a un problème, il appelle. Hier, il m'a appelé pour demander si personne n'est en danger et que si tous les Guinéens sont en sécurité dans les zones touchées par le tremblement. Donc, et jusqu'à 21h, 22h hier, on n'avait pas de nouvelles informations par rapport à la situation de crise des Guinéens se trouvant dans ces zones. C'est cette information que j'ai donnée. Donc aujourd'hui, on essaye de le joindre là pour lui parler de ces 4 ou 5 Guinéens se trouvant là-bas qui ont besoin d'aide. Parce que hier, il m'a rassuré de toute la disponibilité, la solidarité du département à venir en aide à toute la communauté guinéenne en général se trouvant en Turquie et ceux en particulier se trouvant dans les zones touchées par ce séisme. Donc nous allons remonter l'information pour essayer de relancer le département dans le sens de venir en aide à ces jeunes. Il y a toutes les associations actuellement en état d'alerte, notamment aussi l'association des étudiants guinéens à la secture, à travers la coordination des villes qui est en contact aussi avec tous les responsables des villes dans les différentes zones touchées. Donc tout le monde est à pied d'œuvre. C'est vrai qu'on est en train de gérer l'urgence pour le moment. Le ministre promet de venir en aide. Vous avez certainement des besoins immédiats, c'est leur trouver un logement et puis la nourriture. Mais je pense déjà aussi à l'après parce que ce sont des étudiants qui peut-être... qui ont tout perdu, comme il a dit. Tout perdu dans les zones impactées. Est-ce que vous y travaillez déjà, non seulement pour les reloger et peut-être les réinscrire dans d'autres établissements pour qu'ils puissent continuer les études? Je pose la question comme ça, sans savoir peut-être ce que le gouvernement turc a pris comme initiative pour les étudiants dans l'ensemble. Exactement.
Merci beaucoup pour la question. Déjà, c'est pourquoi je vous dis, par rapport à leur logement, moi-même j'ai proposé de les accueillir dans ma maison, dans une ville se trouvant juste à 1h30 de Ankara, parce qu'ils ne soient juste pas comme ça reçus à la salle de réception de l'ambassade. Et vous savez, le gouvernement turc a reporté la rentrée d'hiver là, prévue dans les zones impactées. Du coup, il y a un système mis en place pour faciliter leur réinscription dans ces villes respectives ou bien leur transfert dans d'autres universités. Tout est envisageable. Comme c'est en situation d'urgence, pour le moment, le plus important, c'est qu'ils soient dans une zone en sécurité. Voilà, donc juste que leur vie soit sauve pour le moment, quoi. Donc nous mettons tout à pied d'œuvre pour essayer de faire face à cela. Merci. Bien, Mamadi Condé, président de la communauté guinéenne de Turquie, vous avez tous nos encouragements, nous prions pour vous, nous vous encourageons et on va donc garder le contact comme on dit pour continuer à suivre avec vous l'évolution de la situation à ce niveau. On va marquer cette pause de 10 minutes. On va se retrouver derrière, continuer à réagir au 657 39 13 13 ou tout simplement hashtag Espace GG. Apportez votre message. Aïssa Toussané, la médiatrice, se fera le devoir, l'obligeance de rendre compte de vos messages. Et ce sera dès l'ouverture de la première partie. Restez avec nous. Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée.